plus je m'intéresse à l'IA et plus je me dis putain, BitTensor, fondamentalement, c'est intéressant. Mais le problème de BitTensor, au-delà du fondamental, c'est que le jeton, j'ai du mal, hein, j'ai du mal à en vouloir avec ce jeton-là. En plus, ils se sont bouffés un drama qui est assez terrible. Après, ça va offrir des opportunités, naturellement. Mais bon. Donc, on va parler de BitTensor après. Commençons par l'IA locale. Alors, j'ai fait Joujou. Je vous donne le contexte. Hier, je voulais m'amuser à cloner ma voix et faire un projet sur Emotion. Donc, j'ai fait du prompt engineering toute la journée. J'ai passé toute la soirée sur la partie clonage. Et j'étais pas content des résultats. Par contre, j'ai appris là les trucs. Et j'ai mis à profit ce que j'ai appris pour avancer sur ça. Donc, je me suis créé un outil qui va évoluer, s'appelle Capet Launcher. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Capet Launcher? Hop, on va l'agrandir un petit peu. À la base, j'avais créé ça pour tester juste une IA Qwen 3.5 en local. Aujourd'hui, j'avais envie de tester Bonsai 8B 1 bit en local. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis au final, j'ai rajouté Gemma. Donc je vous explique. Bonsai 8B. Alors on en a parlé sur Coin Academy. Souvenez-vous, on en a parlé il y a quoi, 2 semaines. Donc Bonsai, c'est une IA qui peut tourner très facilement en local, même sur son téléphone. Elle est compressée à la mort, sans avoir trop de pertes. Ce qui fait que, voilà, si vous utilisez l'application Locally, vous pouvez le faire tourner. Ça tourne sur iPhone, ça tourne sur téléphone, sur carte graphique. Et donc sur la partie carte graphique, j'avais vu des performances de dingue. Laissez-moi les retrouver. Voilà, ça annonçait du 368 tokens par seconde sur RTX 4090. Donc je me suis dit, il faut absolument que je teste ça. C'était évident pour moi. Donc je suis allé sur Hugging Face, Prism, Bonsai. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de modèles, mais tout frais. Pour le coup, ils sont vraiment tout frais parce que si vous regardez la collection Bonsai, ça a été mis à jour, voilà, il y a 7 jours, 14 jours, 7 jours, 14 jours. Donc moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'était Bonsai 8B. Ensuite, je suis tombé sur leur GitHub. Alors, GitHub Prism, voilà. Là, c'est encore plus frais parce que sur le GitHub, on a un fork de Llama CCP. Alors, ça va être un peu technique, mais c'est important que vous compreniez cette notion. Quand vous faites de l'IA en local, il y a plein de logiciels pour le faire. Il y a Ollama, vous connaissez sans doute, c'est le plus simple. Quand vous démarrez Ollama, c'est très bien. Tu arrives sur l'onglet télécharger, tu l'installes sur Windows, Linux, Mac. C'est très bien pour démarrer. C'est très bien parce que c'est pas prise de tête du tout. Mais c'est pas forcément le plus optimisé. Et puis les modèles mis à disposition, c'est pas le plus idéal. Donc très rapidement, vous allez être tenté d'aller sur LM Studio, par exemple. LM Studio est basé notamment sur le moteur d'inférence Llama CPP que je vous ai présenté juste avant. Donc pareil, tout ça c'est des logiciels. Hein. Ollama, je vous montre. Voilà. Ollama, New Chat, c'est simple, vous avez votre truc, vous téléchargez un modèle, vous le lancez, vous le chattez. Si vous voulez le lancer sur un harness extérieur comme OpenClaw, OpenCode, machin, vous avez toutes les commandes terminales pour le faire. Donc c'est vraiment le truc du gros noob. LM Studio, pareil. LM Studio, ça te permet d'aller un petit peu plus dans le détail dans la sélection des modèles. Tu peux télécharger des nouveaux modèles. Là, vous voyez, j'ai téléchargé Gemma pour tester. Bref, bon. Et quand vous commencez à vouloir bidouiller un petit peu plus, vous allez commencer à vouloir avoir votre propre moteur d'inférence optimisé avec votre propre matériel. Et donc le truc, c'est que ce que je vous ai montré juste avant, là, ce Bonsai, en fait, comme il utilise une quantisation en 1 bit, il n'y avait aucun moteur d'inférence qui était conditionné pour accepter le 1 bit. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forqué Llama CPP, qui est un moteur d'inférence en C++ qui est utilisé par absolument tout le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont forqué, ils ont pris le code, ils ont changé des choses dans le code, de sorte à ce que ça devienne compatible avec leur modèle. Et c'est ce qu'on peut lire ici. Prism.ml fork with Q1 1 bit quantization support. Donc là, vous voyez, c'est sorti il y a 16 heures. Donc vraiment, j'avais envie de faire tourner le modèle, je suis tombé sur ça sur GitHub, j'ai dit je ne pouvais pas avoir plus frais. Et après, j'ai demandé à ChatGPT et à Claude de le mettre en place. Pour tout ce qui est mise en place d'environnement IA, je trouve que ChatGPT est bien supérieur à Claude. Je vous le dis, si jamais. Bon à savoir, regardez, on relance le terminal. Quand vous lancez votre codex, un truc que j'avais pas fait jusqu'à présent, c'est que vous avez le mode fast. Et moi, je pensais que le mode fast était dispo que pour
les gens qui payent des crédits API. Mais c'est pas vrai. Tu peux l'utiliser sur ton abonnement à 20 balles. Donc, quand tu actives le mode fast, tu vas 50% plus vite, mais tu consommes 2 fois plus sur ton abonnement. Mais moi, je m'en bats les couilles de consommer 2 fois plus sur mon abonnement. Donc, du coup, j'ai activé le mode fast. Et là, mon gars, tu mets mode fast, tu mets modèle, tu choisis 5.4 high, parce que extra high, souvent, vous n'en avez pas besoin. Et là, mon gars, niveau vitesse d'inférence, ça rattrape Claude. Sauf que pour faire vraiment certaines tâches, comme la mise en place d'environnement IA, je trouve que ChatGPT déboîte Claude complet. Voilà, donc ça, c'était la grosse parenthèse. Et maintenant que vous avez toutes les informations à votre disposition, j'ai demandé du coup à mettre en place un environnement. Au début, c'était un truc un petit peu crado et j'ai dit tiens, est-ce que tu pourrais pas me faire une application avec différentes options? Donc en fait, les options, c'est quoi? Vous voyez, c'est écrit. Hein. Vous avez le nombre de caractères dans le contexte. Vous avez le mode flash attention qui permet d'accélérer la vitesse d'inférence. Voilà. Et ensuite, en fonction des profils, vous pouvez faire en sorte, par exemple, d'avoir un plus gros contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, que vous pouvez absorber plus d'informations, mais du coup, vous devez prendre plus d'espace VRAM sur votre carte graphique, plus de RAM, en gros. Donc, c'est pas idéal si tu veux juste faire une petite démo d'avoir un giga contexte. Voilà. Ensuite, tu as adapté au code qui vient changer en fait la personnalité du modèle pour qu'il ait une personnalité qui va plus coller à la demande. Donc là, en l'occurrence, quand c'est du code, on peut changer la personnalité de telle ou telle façon pour avoir des résultats un petit peu plus intéressants. Voilà. Et là, j'ai une option moins de RAM. Vous voyez, le nombre de caractères dans le contexte a été réduit largement. Donc, je vais vous faire une démo. Déjà, vous pouvez voir que sur la partie haute, mon application est bien faite parce qu'elle me fait une estimation de ce que ça va peser dans ma RAM carte graphique, donc VRAM. Okay, vous voyez, quand je suis en PC moins de VRAM, je prends 3,3 Go. Quand je suis par défaut, je suis à 12 Go. Donc ça se vérifie. Hein. Vous prenez un gestionnaire des tâches. Voilà. Je te réponds juste après, Vendrick. Gestionnaire de tâches. Dans l'onglet performance, on se met sur GPU et coucou accessoirement IFES. Voilà. Une fois dans GPU, vous avez du coup 7 données qui va nous intéresser. Attendez. Pardon. Voilà. Vaut mieux prendre la bonne carte graphique. Je me disais comment ça un demi-giga. Ouais. Le point exe c'est fait par IA. Oui, le point exe est fait par IA. Je n'ai pas pondu une seule ligne de code à la main. De toute façon, je ne sais pas écrire de C. Hein. Je comprends le langage C vite fait. Hein, les déclarations de variables en fonction de si tu veux stocker dans plus ou moins de mémoire, etc. Ça, j'ai appris, hein, j'ai fait mes devoirs. Mais après, pondre du code, je déteste ça, en fait. Je n'aime pas ça du tout. Donc là, vous voyez, on est en live. Donc, j'ai mon logiciel de stream qui tourne. J'ai mon Google Chrome qui tourne. J'ai mon chat qui tourne. J'ai d'autres trucs qui tournent. Donc là, déjà, tout ça, sans IA, je tourne à 5,7 gigas sur les 24 Go de ma carte graphique. Je vais parler de BitTensor juste après, ne t'inquiète pas. Et du coup, je vais lancer maintenant mon modèle. Donc là, vous voyez, je charge le modèle. Donc j'ai mon petit terminal que j'ai fait maison avec l'IA, bien sûr, pour avoir le retour. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme le modèle est extrêmement compressé, bah, il charge super vite sur la carte graphique. Et vous voyez que on a augmenté l'espace utilisé sur la carte graphique. Donc là, c'est bon, notre système est prêt. Maintenant qu'il est prêt, je vais le lancer avec OpenCode. Boum, voilà. Et là, c'est bon, on est bien sur le bon modèle. Donc, quel modèle utilises-tu? Je tourne sur Banzai 8b. Voilà. Comment déclarer une variable en Python? Voilà. Donc, vous voyez, en fonction de comment il doit aller répondre, il va mettre plus ou moins de temps. Quand c'est du par cœur comme ça et c'est instant, quand je lui demande qui il est, il va aller chercher dans des fichiers, donc ça a tendance à patiner un petit peu plus. Qui est Capêtre Levré fait une recherche sur Internet. Donc là, vous allez voir, c'est intéressant, parce que comme c'est un modèle qui est extrêmement compressé, bah, il est un peu con en fait. Voilà, faut dire les termes. Hein. La démo, elle est rigolote pour demander des trucs bêtes, mais dès que vous commencez à demander des trucs un petit peu plus intelligents, vous allez voir, le modèle est assez con. Donc là, justement, j'ai envie de voir comment il va se démerder. Je ne peux pas faire de recherche sur Internet, je suis un assistant local. Donc là, déjà, il me saoule. Il m'a saoulé parce qu'il sait faire une recherche sur Internet. Il a le MSMP pour ça. Avec le MCP. Voilà, là, vous voyez, il m'a saoulé déjà. Là, il est allé le chercher, oui. Là, vous voyez, il y arrive. Donc des fois, il faut lui forcer un peu la main. En fait, il a un peu de problème avec sa propre résistance, cet abruti. Parce que justement, comme on est passé sur le modèle PC moins de VRAM,
bah en fait, on a nerfé le modèle, ce qui fait qu'il est encore plus con que ce qui devrait l'être déjà de base. Donc je vais me remettre sur le modèle par défaut qui prend 3 fois plus d'espace sur la carte graphique. Donc vous voyez, mémoire du GPU, on a baissé comme j'ai arrêté le serveur. Là, je le relance. Hop, direct, on va passer de 5,6 à 16,4 Go. Mais vous allez voir, je vais vous montrer des IA beaucoup plus intelligentes en local juste après. Donc là, déjà, on a un modèle qui est beaucoup plus velu. On va le lancer. Là, on va voir est-ce qu'il est capable. Qui est Capet le vrai? Fait une recherche sur Internet. Fetching, voilà. Fait une recherche Google. Bon. Là, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Utilise le MCP Serper, donc ça me saoule. Et en fait, là, vous voyez, il est complètement con. Et le truc, c'est que, en fait, si j'arrive à mettre une couche, d'informations autour de mon modèle avec des ordres, par exemple, un ordre pour lui dire, vous savez quoi, je vais changer, je vais mettre ça, parce que le truc, c'est que là, vous voyez dans son modèle de fonctionnement, comme là, il voit qu'il y a le modèle Capet 8B, il est en train de faire un lien avec lui-même et c'est pas bon. Donc là, je vais lui demander CryptoPixel. Et là, du coup, il va chercher différemment l'information et il y a moyen qu'il me réponde correctement. Non, ouais, il est complètement buggé. Bon, alors là, par contre, pour la petite précision, il y a moyen qu'il soit buggé parce que justement, quand j'ai commencé à mettre en place le projet, c'était que pour ce modèle. Ensuite, je me suis amusé à rajouter d'autres modèles et il y a moyen que lui s'en mêle les pinceaux. C'est pas grave, c'était un exercice intéressant. Donc là, maintenant, on va faire arrêter le serveur et on va utiliser le nouveau modèle de ChatGPT, de Google, qui est un modèle open source. Donc, il s'appelle Gemma 26B. Vous allez voir qu'il prend pas mal sur la carte graphique. Par contre, vous allez voir, il est beaucoup moins con et puis il est tout aussi rapide, presque aussi rapide. Donc, assez impressionnant. Qui est CryptoPixel? Donc déjà, il n'a pas le réflexe tout de suite d'aller chercher sur Internet. Mais en lui forçant un petit peu la main, déjà, il est beaucoup moins con que le modèle d'avant. Alors pourquoi il est beaucoup moins con que le modèle d'avant? Parce que c'est un modèle avec 26 milliards de paramètres, dont 4 actifs. Et quand tu te fies au benchmark, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Hein. Tu peux lui donner un skill d'automatiquement chercher sur Internet quand il ne sait pas. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est pour ça que toute la puissance de l'IA, c'est d'avoir un bon modèle de base et des bons ordres autour de ton modèle pour exploiter ton modèle au maximum. Et c'est là, en fait, où Claude et ChatGPT sont très forts. C'est qu'ils ont mis en place tout cet environnement. Donc vous, quand vous utilisez l'IA, vous ne pensez pas à tout ça. Voilà, vous ne pensez pas à tout ça, ça se fait automatiquement. Et donc, vous voyez, je vais remettre les onglets à l'horizontale. Là, je vous montre tout le temps ce site. C'est un peu un comparatif des intelligences des meilleurs modèles. Maintenant, je vais me mettre dans modèle open source et on va voir un peu les meilleurs modèles open source qui sont listés. Alors, il ne me les liste pas tous. Mais vous voyez, il y a Gemma 31B. Et moi, je n'utilise pas Gemma 31B. J'en utilise un qui est assez proche de Gemma 31B. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est que on peut utiliser Artificial Analysis Intelligence Index. Ensuite, on enlève tout. Et ensuite, on met par exemple ce qu'on veut. Alors, ça prend un peu de temps. Hein. 5. Ah oui, mais je suis con, je suis dans les modèles open. Donc, tiens, on va se mettre GLM. GLM 5.1 qui est actuellement le meilleur. Hein. GLM 5.1, voilà. Boum. Ensuite, eh ben, on va se mettre Qwen 27B qui a énormément la cote en ce moment. Qwen 3.5, Qwen 3.5, 27B, voilà. Et ensuite, bah, sur quel modèle on tourne, nous, actuellement? On tourne sur Gemma 4 26B, A4B, ok? Gemma 4 26B A4B avec raisonnement et sans. Et là, vous voyez, on a notre benchmark. Qwen, c'est un des meilleurs en ce moment, ouais. On a notre benchmark de l'intelligence globale des modèles. Donc vous voyez, on est encore très loin de GLM. GLM qui est équivalent Claude Sonnet, je dirais. Ça dépend des tâches. Et là, on a notre modèle qu'on est en train d'utiliser actuellement.
Et du coup, bah, je vais vous montrer Qwen27b parce que je l'ai aussi. Hein. En fait, l'avantage de ce modèle-là, c'est fais-moi un cours pour apprendre les bases de la programmation, le langage Rust. GLM 5.1 ne prend que le texte, il n'a pas la vision, tout à fait. Et donc là, comme c'est un modèle avec 26 milliards de paramètres mais seulement 4 actifs, en fait, il a tendance à être beaucoup plus rapide parce qu'il se comporte un peu comme un modèle de 4 milliards de paramètres. C'est un espèce de mix entre 26 milliards de paramètres et seulement 4. Tu as dû réduire la taille du contexte pour le faire tourner. Ouais, je dois avoir 64 000 caractères de contexte parce que justement, je voulais pas avoir un contexte trop big. Parce que si j'ai un trop gros contexte, j'ai peur que ça bug pendant que je suis en live. Et je voulais vous faire une démo en live, vous voyez. Donc là, il me fait mon cours. Il me fait mon cours de programmation Rust. Introduction, voilà, c'est un langage de programmation système conçu pour la sécurité, mémoire et la performance. Il empêche les erreurs. Ensuite, il me donne les commandes pour l'installer. Allez sur Rust, suivez les instructions. L'outil indispensable Cargo et le gestionnaire de paquets, les systèmes de build. Ok, je connaissais pas Cargo. Bah regardez, on va le faire. Comment j'installe le gestionnaire paquet Cargo? Il est automatiquement installé en même temps que Rust. Bon bah voilà. Ok, très bien. Donc je l'ai déjà installé. Cargo version ici. Je l'ai. C'est bon, parfait. Je savais pas. Je connais pas du tout Rust. Mais vous voyez, c'est aussi ça l'avantage de l'IA, c'est que tu apprends sur le tas. Hein. Voilà. Ensuite, par défaut, toutes les variables sont immuables. On ne peut pas les changer. C'est une sécurité majeure. Ok. Ouais, donc toutes les variables sont des constantes. Et c'est à toi après de définir une constante. Constante pi. Ouais, ok. Type de données de base, Rust est statiquement typé. Le type est connu à la compilation. Ouais. Donc ça, c'est pareil, le type... j'ai appris ça en programmation un peu avec JavaScript et tout. Vous savez, quand... ça... Ah, ça m'ouvre pas ma demi-fenêtre dans le même dossier, dans le même environnement. Ok. Donc ça m'intéresse. Que je... 2 secondes, je découvre mon propre outil. On va ouvrir une deuxième instance. Explique la différence entre langage non typé type JavaScript et Rust. Langage typage dynamique est faible, tandis que Rust est langage typage statique est fort. Moment de vérification. Ok. Donne des exemples. On peut changer le type. Oui. Ouais, donc là, en fait, je vous fais je vous la fais très courte, peut-être ça vous intéresse pas, mais ça va vous faire comprendre un peu les bugs en informatique. Par exemple, tu crées une variable. Une variable, c'est quoi? C'est un espace mémoire. C'est par exemple, tu dis, je veux stocker cette donnée à cet endroit-là, et puis après cette donnée, je lui donne un nom. Par exemple, on pourrait dire que l'espace mémoire capet a la donnée 42, et puis après on remplace cet espace mémoire et on lui donne la donnée bonjour. Le truc, c'est qu'à la base, on lui donne un nombre, et après on lui donne une chaîne de caractères. Et ça peut être assez problématique dans certains cas. Alors que dans d'autres cas, en fait, tu peux changer une variable nombre par une autre nombre, mais tu peux pas passer d'un nombre à une chaîne de caractères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Quand tu écris du JavaScript, tu n'as pas à te poser toutes ces questions-là. C'est un peu le bordel, c'est un peu le fouillis, mais c'est aussi vecteur de nombreux bugs et failles de sécurité. Alors que Rust, c'est un langage qui est typé, donc tu dois vraiment définir à l'avance tout ce que tu veux. En gros, c'est un vrai coffre-fort en termes de sécurité, mais c'est très chiant à écrire parce qu'il faut tout spécifier. Mais une fois que tu as tout spécifié, tu as un langage très 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 performant. C'est pour ça que du coup, pour faire le parallèle avec la crypto, vous voyez, Alchemy, Client, Ethereum. Quand on regarde un petit peu les clients de consensus et d'exécution sur Ethereum, c'est-à-dire les logiciels qui font tourner Ethereum, bah vous voyez qu'on a plusieurs intégrations et on en a une qui est en Rust. On en a d'autres... alors je ne vais pas me mettre sur consensus, je vais me mettre sur exécution. Voilà. On a différents langages en fait. Donc dans les langages, on a du Go, 2 clients en Go. On a un client en C#. Et là, c'est pas listé, mais il y a aussi, comment il s'appelle, RETH. Paradigme. Qui est un peu le client le plus utilisé hein, actuellement par les principaux Layer 2 et tout sur Ethereum, parce que justement, il est écrit en Rust. Donc le Rust, c'est un langage de programmation qui est plus ou moins aussi performant que le C, ou le C++, si je dis pas de bêtises, mais qui évite pas mal de bugs et de problèmes de sécurité en fait. C'est un langage qui est un peu plus élégant pour ça, donc c'est un langage qui plaît beaucoup pour les gens qui veulent faire des applications très haute performance
comme des applications blockchain. Et le langage de programmation Go, qu'on voit régulièrement, c'est un langage de programmation qui est un peu moins performant que le Rust et le C. Alors ça dépend des cas, ça reste un langage qui est extrêmement performant, mais par contre qui est très facile à écrire et qui est très facile à lire. Donc il y a beaucoup de gens qui adorent ce langage-là parce que c'est un langage que vous arrivez très facilement à lire et qui est très cool à écrire. Donc vous pouvez pondre beaucoup de code de qualité et voilà. Un peu comme le Python, mais en beaucoup plus performant finalement. Voilà. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre les différents types de langages. Voilà. Et vous voyez, en Rust, il y a plein de types, booléen, flottant, entier, chaîne de caractères. Voilà, faut tout définir à l'avance, vos espaces mémoire, pour avoir une application optimale. Parce que justement, vous réglez très précisément comment vous allouez la mémoire, donc vous économisez un maximum de performance, alors que quand vous utilisez des langages un petit peu plus fouillis, comme le JavaScript par exemple, bah, très rapidement, votre application, elle va consommer énormément de RAM. Et c'est pour ça, c'est juste qu'à l'époque, au début de l'informatique, si on peut dire ça comme ça, on avait des langages de programmation beaucoup plus bas niveau, parce qu'on était très précis dans ce qu'on demandait, parce que justement, on n'avait pas des PC avec énormément de mémoire RAM, des cartes graphiques avec beaucoup de RAM, etc. Et du coup, on était obligé de faire attention. Aujourd'hui, comme les PC ont beaucoup plus de RAM, bah forcément, on est en mode, bon, bah on s'en fout si ça consomme de la RAM, de toute façon on en a plein de la RAM, donc on utilise des langages qui sont beaucoup plus haut niveau, où on peut faire beaucoup plus d'erreurs, mais on peut créer des applications beaucoup plus vite en fait, c'est ça qui est important. Mais comme là maintenant, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on peut avoir le meilleur des deux mondes. Parce qu'on peut écrire des choses en français ou en anglais pour obtenir un langage beaucoup plus bas niveau, qui est donc compris par la machine de façon beaucoup plus bas niveau, et donc beaucoup plus performant. Et c'est là où l'IA va vraiment nous débloquer à mort. C'est trop stylé. La quantisation, c'est pas ça. Excuse-moi, je t'avais pas lu Bitman. La quantisation, c'est la représentation en nombre de bits d'un paramètre. Donc un modèle 8B, paramètre 8B, ça veut dire que chacun des 8 milliards de paramètres sont encodés sur un bit. Ok, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je parle de compression de manière un peu vulgaire, mais je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que j'ai arrêté les cours à 18 ans et puis même j'ai arrêté d'être sérieux à l'école à 16 ans et malheureusement il y a pas mal de concepts fondamentaux en mathématiques qui sont passés à la trappe de mon côté. Et je regrette un petit peu, hein, mais bon, je me plaisais pas à l'école et je voulais absolument me barrer de chez moi. Je me confie un petit peu. Et donc, bon, ça c'était la démo sur le modèle Gemma. On va fermer tout ça. On va revenir sur mon Capet Launcher. Bon, pour le moment, le Capet Launcher, il n'est pas téléchargeable. Hein. Les gars, j'ai créé ça aujourd'hui. Il y a full bug. Je n'ai pas mis ça sur GitHub en public. Je ne l'ai pas mis sur mon site. Peut-être que je vous le partagerai plus tard. La problématique, c'est que Capet Launcher est optimisé spécifiquement pour mon PC avec une carte graphique NVIDIA. Si vous avez une carte graphique AMD, ce n'est pas les mêmes API. Si vous avez un MacBook, c'est pas la même chose. Si vous avez une carte graphique NVIDIA avec pas assez de VRAM, c'est pas la même chose non plus. Donc voilà, j'arrête le serveur, voilà. Et maintenant, on va se lancer Qwen27B. Donc Qwen27B met beaucoup plus de temps à charger. D'ailleurs, c'est peut-être pas le Qwen27B le plus optimisé parce que je l'avais mis en place il y a un petit peu plus de temps et il n'y a pas les derniers patchs de Llama CCP. Voilà, donc vous voyez, mon serveur est prêt. Donc je peux lancer avec OpenCode. Et je vous montre pas la démo avec Yarmouth Engine parce qu'elle ne fonctionne pas, il faudra que je la fasse fonctionner, parce que justement j'ai envie de mettre en concurrence différents harnais, c'est-à-dire différentes couches logicielles pour interagir avec mon modèle. Donc sur quel modèle tourne, vous allez voir qu'il est beaucoup plus lent à répondre, beaucoup plus lent, mais il finit par répondre. Voilà, merci. Comment comment créer un bouton cliquable pour ma page web en TypeScript? Alors, comment donne l'explication, le code et le commentaire dans le code que je puisse copier. Alors, comment il va se démerder? Voyons. Import React. Donc voilà, il va charger React. Ensuite, il me crée une constante pour mon bouton avec une fonction fléchée. Très bien. Ensuite, donc, handle click, nouvelle fonction fléchée. Voilà. Quand je clique, ça log côté console, bouton cliqué. Retour, l'information. Le modèle fait lag ton stream. Ouais, il y a moyen qu'il fasse lag mon stream. Attends, fais voir. J'en suis où côté VRAM. Ah, ouais. On est obligé de faire des économies de bout de chandelle là. Voilà.
Ouais, c'est le modèle IA, il est en train de tabasser ma carte graphique là. Attendez, on va faire un dernier détail. J'espère que ça va, oui, bien sûr. Dernier détail, vous voyez, je suis à 21,8 gigas. Vous allez dans les paramètres de Google Chrome, vous enlevez l'accélération graphique, vous relancez. Hop, là, on a gagné 1 giga sur la carte. Un putain de giga hein, pour Chrome. Hein. Voilà, et là, normalement, ça devrait beaucoup moins laguer. Bref, donc voilà, on a notre petit code à copier-coller. Donc c'est carré. Quelles sont les dernières actualités crypto sur coinacademy.fr? Fais-moi un best-of pour mon live sur Twitch avec titre, accroche, date de publication, lien direct, cliquable, section from the web. Donc là, il n'utilise pas le MCP. Context exceed the available content. Donc là, le truc, c'est que effectivement, il y a moyen qu'il fasse de la merde. Je vais copier. Excusez-moi, j'arrête tout. Je vais l'arrêter. La base de tout ça, c'est OpenClose. Non, non, tu mélanges tout. OpenClose, c'est encore autre chose. OpenClose, c'est un autre type d'interface pour interagir avec de l'intelligence artificielle. Là, j'utilise OpenCode. Alors, voilà, j'ai tout coupé. Pourquoi je fais ça? C'est pour avoir un contexte clean, parce que le problème, c'est que j'ai pas énormément d'espace mémoire pour faire tourner le modèle tout en ne laguant pas sur mon live. Donc, je suis obligé de faire des économies de contexte. Et vous voyez, c'est problématique de contexte là. Le fait d'envoyer à mort de texte et tout, c'est des problèmes, c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on utilise ChatGPT ou quoi. On commence à y penser quand on commence à coder parce qu'on paye l'abonnement et tout, mais quand on prompt ChatGPT, tout ça, on n'y pense pas parce qu'on n'a pas à y penser en fait, tout simplement. Parce que c'est eux qui s'organisent pour ça. Mais une machine dédiée chez toi. Bah là, je suis sur une machine dédiée, hein, frérot. Au cas où. Le truc qui va me saouler, c'est qu'il va encore faire un web fetch au lieu d'utiliser... Ah, available token. Ok, c'est même pas mon contexte le problème, c'est les informations qui vient fetcher. Pourquoi tu parles d'incidence sur les pertes du live alors? Je comprends pas ta question. Que j'utilise la même machine pour l'IA et pour le live. C'est un seul et même PC. Discovery, accompli, j'ai récupéré les contenus, j'ai identifié. Donc là, vous voyez, c'est un peu un galérien. Alors, le truc, c'est que son travail est extrêmement bien structuré, vous voyez, parce qu'il comprend le but, il comprend, ensuite, il explore, ensuite, voilà. On voit tout son schéma de pensée, en fait. On voit tout ce qu'il est en train de faire. Me rappeler la tâche en cours. Par contre, bah voilà, il est déjà en train de se perdre, quoi. Bah, c'est pas une machine dédiée, alors. Je vois ce que tu veux dire, mais t'as envie de casser les couilles pour casser les couilles et c'est en train de m'énerver. Ok. Arrêtez le serveur. Bon, là, ça devrait plus laguer. Ça devrait plus laguer. C'était ma première petite démo de l'IA en local et vous l'aurez compris, elle n'est pas réglée au poil de fesses parce qu'il ne va pas faire les recherches sur le web via le MCP. Il a tendance à le faire par le biais de WebFetch par défaut sur OpenCode. Donc ça me saoule un petit peu. J'aurais aimé qu'il aille trigger beaucoup plus facilement le serveur MCP. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est fonctionnel. Je connais les problématiques à régler. Et vous l'aurez compris, c'est intelligent, mais c'est quand même loin encore de ce qu'on a l'habitude de voir sur du chat GPT, du cloud et tout. Mais c'est hyper intéressant. Pour le coup, c'est hyper intéressant parce que d'ici 3 à 6 mois, je pense qu'on va avoir un boost de performance qui va être assez unique, en vrai. Donc voilà, si jamais vous vous dites il faut absolument que j'achète une carte graphique à 3000 € pour faire comme Capet, mollo. Mollo parce que même si vous êtes en mode oui, les abonnements vont augmenter, bon, ils peuvent augmenter, mais t'as pas toutes ces problématiques de mettre en place l'environnement, de configurer le tout, de la vitesse, de la lenteur. En plus, tu peux pas paralléliser parce que là, je lance un modèle, je demande une tâche, ma carte graphique, ça y est, elle est à saturation. Je peux pas ouvrir un deuxième terminal et paralléliser. La carte graphique, elle tiendra pas la route. À quand un modèle de langage où on pourra demander tout ce qu'on veut sans avoir peur? Bah, ça existe déjà, ça. Ça existe déjà, c'est des modèles jailbreak. Hein. Tu vas sur Hugging Face, tu regardes un petit peu les modèles Bartowski, je crois que c'est Obliterated. Voilà, Qwen 3, Obliterated, tout ça, c'est des modèles qui sont débridés. Et également, donc, Skill Hermes Agent, Skill Hub, normalement,
intégré à Hermès, il y a le God Mode. Jailbreak API served using God Mode technique. Donc ça, vous voyez, Liberated AI Chat, ça c'est un GitHub qui permet de jailbreaker les IA. Open source privacy respected multimodal chat interference that push the limit of the post-training layer. Donc en fait, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que par exemple, je vous parle fait réel, j'ai un pote qui fait ça, qui est en cybersécurité, c'est un de mes meilleurs amis. Tu as certaines tâches de cybersécurité, tu vas poser la question à ChatGPT ou à Claude, ils vont te dire non, non, frérot, désolé, on peut pas te laisser faire ça, on peut pas te laisser faire des bêtises, tu peux pirater des gens, tu peux faire du mal et tout. Donc toi, t'es un peu emmerdé parce que t'es en mode, bah c'est mon boulot en fait de faire de la sécurité, donc j'aimerais bien que tu m'autorises. Donc du coup, ce que t'as deux choix, c'est soit tu viens bypasser directement en promptant quelque chose de très spécifique au risque de te faire bannir ton compte ChatGPT, soit tu télécharges des modèles débridés, ou alors tu télécharges un modèle bridé et tu fais tourner en local ton prompt qui va débrider ton modèle, et après tu peux lui poser n'importe quelle question. Donc ce gars-là, là, Elderplinius, il a un compte Twitter pour les intéresser, si vous vous intéressez un peu au hacking, cybersécurité. Elderplinius, je vous l'envoie. Est-ce qu'on peut lancer ce genre d'IA en local sur VS Code pour Vibe-coder? Bien sûr, je vais te montrer juste après comment faire. Et donc lui, voilà, Introducing God Mode, je pense qu'il est spécialiste de la cybersécurité, et lui, depuis le tout début de ChatGPT et tout, il fait que ça, de jailbreaker des modèles, de les pousser dans les derniers retranchements et tout. Il est vraiment très connu pour ça, hein. C'est vraiment un craquito. Et donc tu me demandais pour VS Code, bah du coup, bien sûr, en fait, je vais relancer, bon, t'as capté, hein, le modèle Banzai, il est un peu teubé, mais au moins il se lance vite. C'est juste pour la démo, hein. Donc là, par exemple, je le lance avec OpenCode, ok. Je vais faire un test. Hop, j'ouvre VS Code. Boum. Là, je vais faire terminal, nouveau terminal. Ok. Open code. Voilà, modèle. Est-ce qu'il va me permettre directement de le charger? Non. Non, il va falloir probablement que je tape. Je pense qu'il faut que je tape un truc en particulier. Désolé, j'ai pas... Tu peux le faire 100% que tu peux le faire, c'est du sûr. Juste là, j'ai pas la réponse sous la main de comment je fais la connexion entre mon Open Code avec mon modèle local et mon VS Code. Après, tu peux très bien te garder ton VS Code d'ouvert et puis garder ta session Open Code à côté. Enlève le terminal, juste tu fais comme ça et ça marche aussi. Par exemple... Attends, je vais tester quelque chose. Rends-toi. Je teste. Permission, pattern, access direct directory. Voilà. Le dossier n'a pas été trouvé. Vérifiez le chemin. Bon là, par contre, je peux plus rien faire là. Ce modèle-là est trop con. Je suis désolé, ce modèle-là est trop con. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est juste là, j'ai pas la réponse sous la main. Il faut que tu ouvres OpenCode depuis le dossier. Oui, non, mais en fait, le truc que tu comprennes, c'est que là, en fait, j'ai tellement fait le truc en autopilote avec de l'IA que derrière le bouton lancer avec OpenCode, il y a toute une logique, etc. Commande générée, tu vois, c'est quoi la commande? En gros, il lance le serveur, voilà. Ensuite, il crée un alias, il ouvre le port et tout. Ok, donc ça, c'est pour toute la partie modèle. Et pour la partie OpenCode, si j'appuie sur Open avec OpenCode, qu'est-ce qui se passe? OpenCode avec modèle. Ouais, j'ai pas la commande. J'ai pas la commande. J'aurais pu essayer de trouver la commande. Mais je l'ai pas. Et alors attends 2 secondes. J'essaie de comprendre parce que je vous dis, je vais pas faire genre je comprends tout, machin. Non, je l'apprends sur le tas. Je vais essayer de comprendre dans Legacy comment on faisait avant. J'ai un point bat OpenCode. Ouais, start CD title OpenCode. Oula, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué pour juste faire spawn une session OpenCode. OpenCode M model. Je pense qu'il y a beaucoup plus simple pour le faire, mais j'ai pas la réponse. C'est pas grave, c'est cool que je me sens moins seul à apprendre sur le tas. Mais de toute façon, c'est que ça, hein, c'est que d'apprendre. Mais là, faudrait que je trouve une commande pour le faire. En vrai, je demande à Claude de me faire un truc exprès pour que ça fonctionne avec VS Code. C'est bon. C'est juste qu'en fait, les éditeurs de code, je n'utilise plus du tout. Parce que je ne tape pas le code. Et je fais tout avec Claude. Tu vois, j'ai Claude Code qui est là. J'ai mes terminaux. Et si j'ai besoin de me balader...
J'ouvre un nouveau terminal. Est-ce que j'ai installé... Non, je ne l'ai pas installé sur cette machine, c'est pas grave. Sinon, je suis dedans, je fais clic droit, ouvrir le terminal, Claude. Hop. Je me suis fait un alias pour l'avoir en dangerously skip permission. Et puis... Pourquoi tu utilises pas anti-gravity? Parce que c'est inutilisable en fait, frérot. Maintenant, il faut payer je sais pas combien pour pouvoir avoir un minimum de crédit. Donc, j'utilise tout via le terminal et c'est très bien de bosser au terminal. En plus, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, je peux le gérer depuis le téléphone. Tiens, bah ça, je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous montrer ça aussi. Ce que c'est que la belle vie. Je vais vous montrer la belle vie. Alors, attendez. Exemple. Exemple. Boum. Ouvrir. Claude C. OK. Là, j'ai ma session qui est ouverte. Bon. Créer un dossier Capet Crypto. Très simple. Hein. D'ailleurs, je ne devrais pas cramer des tokens pour si peu. C'est du gaspillage. Putain qu'il est lent. Pendant qu'il fait son truc, c'est pas grave. On va ouvrir Reflector. Hop. Ensuite, partage de connexion. Hop. Erreur, message overloaded. Ah oui, mais là, si par contre, si Claude est KO, c'est un peu gênant là. Là, c'est un petit peu gênant ce que tu me fais, frérot. Bon, c'est pas grave, on va mettre un modèle à la con. On va se mettre sur Haiku. Créer un dossier. Alors ça, astuce, hein, accessoirement les potes. Quand vous devez poser des questions à la con, prenez le temps de lancer Haiku, parce que Haiku ne consomme rien. Mais quand je vous dis rien, vous pouvez prompter quasiment en illimité. Alors, il est un peu con. Des fois, il hallucine complet. Mais quand il faut faire de petites recherches sur Internet, terminer une tâche ou juste lui demander t'en es où parce que ton terminal, il n'est pas assez verbeux, ça suffit. Donc là, vous voyez, il m'a créé le dossier Capet Crypto. Très bien. Là, je prends mon téléphone. Pardon. Attendez, je le refais. Hop, boum. Vite. On y est, voilà. Et là, Claude, vous voyez, il y a un onglet code ici. Et là, la session qui est en cours, je l'ai sur mon téléphone. Et donc, quand j'ai besoin d'avancer sur un truc, j'ai pas envie d'être devant le PC, j'ai envie d'être à la salle, j'ai envie de prendre l'air et tout, hop, une vidéo YouTube un jour sur comment utiliser l'IA, bah, tu l'as là, elle est là, la vidéo YouTube, frérot. Tu l'as là. Tips, etc. Il faut s'abonner, Capet Crypto. Donc, par exemple, créer un jeu de dés où je clique sur un bouton dans un environnement React, JS, on va faire ça en React, et 2 dés se lancent, je veux les 2 dés et la somme, et un bouton rejouer. Dis-moi si tu as des questions. On va voir. Bon, déjà, je demande ça à Haiku. Et là, vous voyez, je le lance depuis le téléphone, ça le met dans le terminal. Donc, en fait, le terminal et le téléphone sont synchronisés. Donc, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Vite, React, des affichés en emoji en nom. Ok, alors, là, je reprends sur le PC. Vite et React, parfait. CSS Vanilla, D en nombre, pas d'animation complexe, fait vite. Faut que ton PC reste allumé, ouais. Faut que mon PC reste allumé, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui achètent des Mac mini, des mini PC, parce que c'est des trucs qui consomment rien, qui font pas de bruit, comme ça tu peux laisser le PC le tourner 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'il y en a plein qui achètent des Mac mini. C'est pas que pour faire du OpenClaw, c'est parce que en fait c'est trop pratique. C'est trop pratique pour ça. Après tu peux faire ça avec un VPS aussi, hein, sans problème. Donc là, il est en train de cook. Et pendant qu'il est en train de cook, voilà, il met tout dans Capet Crypto. Donc Capet Crypto, on peut l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et je ne sais pas sur quel compte Claude je suis connecté accessoirement. Extension, j'ai Claude. Hein. Ouais, j'ai Claude. Voilà. Boum. Ça, j'enlève. Claude, modèle. On est sur Haiku, très bien. Résume. Non, il l'a pas la session. En fait, je suis désolé. J'y vais tellement jamais sur VS Code maintenant que je suis totalement paumé. Par contre, ce que vous pouvez faire,
Ouh là là, que ça me casse la tête. Toutes ces pages bizarres là. Ce que vous pouvez faire, c'est New Terminal. Je vais me remettre où j'étais juste avant. Code, Claude C, hop. Ah, il prend pas l'alias. Il a pas l'alias. Ah oui, ben oui. Parce que je suis en git bash, attendez. Faut pas que je me mette en git bash, il faut que je me mette en PowerShell. Voilà. Donc en PowerShell, on se remet où on était. Et là, normalement, il aura l'alias. Voilà. Et là, j'ai ma session. Voilà, donc juste Claude pour lancer Claude. Claude C, c'est un alias que j'ai créé pour lancer Claude en Dangerously Skip Permission. Et -C, ça veut dire reprend la dernière session en cours au lieu de... J'aurais pu faire ça. Hein. J'aurais pu faire... hop. J'aurais pu taper Claude, Dangerously Skip Permissions. Mais ça me casse les couilles. J'aurais pu faire ça, c'est la même chose. Et ensuite, j'aurais pu faire résume, créer un dossier Capet Crypto et reprendre cette session. Voilà. Mais du coup, au lieu de me prendre la tête, je fais ça. Et ça fait la même chose. Voilà. Donc là, ça y est, mon application fonctionne. Teste-le avec cd npm run dev. Lance npm run. Voilà, donc là, il va se mettre dans le dossier créé pour l'occasion, puis il va lancer le projet avec npm run dev, puis il va me donner une IP locale pour tester l'application. Et on va voir la cochonnerie. C'est une option native. Alors, l'alias Claude C, c'est pas natif, c'est moi qui l'ai créé. Par contre, pardon, voilà, Claude C, l'alias pour lancer Claude avec Dangerously Skip Permission, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai demandé à Claude comment créer un alias Claude C qui fait ça. Hein. Il me l'a fait lui-même. Et par contre, le -C, c'est natif de Claude. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est un sacré galérien, le Kouz, là. npm run dev. Ah oui, mais c'est peut-être parce que j'ai utilisé npm au lieu de pnpm et du coup, il met 15 plombes à build. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est carrément possible. Mon téléphone s'est mis en veille. Permission skip, c'est natif, ouais. Permission skip, c'est natif. Tout ça, de toute façon, tu regardes, tu vas sur Google. Hein. Claude, Dangerously, skip, permission. Tu l'as là. Et sur ChatGPT, c'est Codex YOLO. YOLO. Full Access and Sandbox. Donc à faire attention, hein. Pas faire n'importe quoi avec ça. Ouh là là, que c'est long. Qu'est-ce qu'il est long, putain. Pourquoi c'est long comme ça? Ouais, je suis passé sur un gestionnaire de paquets par défaut là et ça m'empoisonne. Waiting for task. Ah oui, il est complètement teubé, mais je vais le faire moi-même hein, à ce stade. Et pour en arriver là... Ah, c'est bon. Eh ben, dis donc. Jeu 2D. Voilà. Ah là, c'est vibe codé, ça se voit. Hein. C'est full violet. Voilà. Hop, rejouer, lancer les dés, boum. Voilà, on a notre jeu de dés, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on vient de créer un jeu de dés design avec Claude Haiku. Très bien. Mais vous avez compris le principe, quoi. Là, on a testé des trucs à la con. De toute façon, on fait que des trucs à la con. Vous devez vous dire, mais il va nous montrer que des trucs de merde émission après émission. Mais en fait, t'es obligé de démarrer par de la merde pour ensuite voir la lumière. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est comment on fait la même chose avec Codex. Boom. Codex. Hop, YOLO, yes. Ça vous plaît ce genre de live? Parce que là, moi, je fais mon truc, je pars du principe qu'en fait, ça vous apporte une valeur de ouf. Ah oui, mais Codex, je suis con. J'ai grillé mon compte, regardez. J'ai grillé mon compte. 5 heures limite, weekly limite. Ah ouais, mon compte, il est complètement baisé. Ah, mais j'ai aussi une limite sur Codex Spark en par... Attends, mais c'est pas... Mais je savais pas ça. Je peux aussi utiliser ça sur mon même abonnement? Mais comment je fais? Attendez. Mais là, ça m'intéresse. GPT, Codex Spark, tout là. Clear, modèle. Comment accéder au modèle GPD Codex Spark sur Codex? Hop, Alt V pour copier l'image, boum. Parce que là, il me le propose pas. Je veux bien, hein, mais... Alors, Codex 5.3 ou une tâche directe. Codex mode. Fais voir. Dans le terminal, on va tester. Oh, il me régale ce goat. Model is not supported when using Codex with ChatGPT account. Comment tu fais pour flouter ce qu'il faut en direct? J'ai pas ça en place, frérot.
Switch to GPT 5.1 Codex Mini. Test. Il se fout de ma gueule. Bah oui, mais pourquoi il me dit que j'y ai accès pour me dire que j'y ai pas accès? Je comprends pas sa logique. C'est quoi? Je vais directement aller sur ChatGPT en ligne, parce que là ça m'intéresse. Si mon compte, je peux quand même consommer plus de crédit. Désolé, je suis en train de... Vous voyez, en fait, je n'utilise plus Google, c'est terminé. J'utilise que Claude, GPT, je mets plus du tout les pieds sur... J'aime bien, mais je suis perdu. Tu me conseilles quoi pour débuter? Pour l'instant, ok. Il faut utiliser une version récente de l'appli. Ah, j'ai peut-être pas mis à jour mon app. Si, elle est à jour. Donc en fait, c'est une connerie. Il me prend pour un con en fait. Bientôt les agents qui joueront aux jeux vidéo pour nous caper. Ouais, bah tu sais, les cheaters c'est déjà ça. Hein. Ok, bon bah il m'aura fait un faux espoir. Faux espoir. En tout cas, instant pub sur mon site capetlevray.com. Vous avez pour le moment des petits guides. Il n'y en a pas 15 milliards. Mais si vous voulez déjà démarrer gentiment en IA, vous créez un compte. Création de compte, je vous montre, c'est simplicité déconcertante. Hein. Accéder au guide, continuer avec Google, boum, hop, vous arrivez, voilà, et vous accédez à la doc. Ensuite, une fois que vous accédez à la doc, vous allez avoir des docs VIP qui ne sont pas dispo par défaut et des petits docs à gauche. Donc, pourquoi utiliser l'IA pour tout? Je vous donne un peu ma vision des choses. Comment faire de l'IA en local avec Oliama? Je vous ai mis ça en place, un petit tuto. Et logiciel à installer. Alors déjà, si je devais vraiment vous en conseiller un, c'est vraiment logiciel à installer. Parce que pour le coup, je vous explique comment utiliser un terminal correctement. Je vous explique qu'il faut installer Git, Node.js. Bon, ça, vous êtes moins obligé, mais voilà. Le gestionnaire de paquets PNPM pour justement pas bloquer pendant 3 minutes le temps que l'application démarre et qu'elle soit disponible en ligne comme notre jeu de dés là, pour aller 10 fois plus vite. Bun pour aller encore plus vite, mais Bun, pas obligatoire. En fait, tout ça, c'est des gestionnaires de paquets. C'est-à-dire quand vous voulez installer des applications, typiquement, imaginons, vous voulez installer, vous avez un abonnement Google, vous voulez utiliser le Gemini-Cli. Pour pouvoir faire npm install global Google Gemini-Cli, vous devez avoir Node.js d'installer sur votre ordinateur. De toute façon, s'il n'est pas installé, il va vous le dire dans le terminal que ça ne marche pas. Voilà. Ensuite, voilà, vous ouvrez votre terminal, boum, vous installez Gemini-Cli, hop. Et c'est un gestionnaire de paquets, donc il va venir télécharger le logiciel, il va venir l'installer et remplacer. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. PNPM, c'est pareil. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide. Donc, pourquoi utiliser NPM alors que PNPM existe? C'est parce que NPM, c'est la base. En fait, ça marche un peu avec tout, mais c'est lent. Et PNPM, ça permet de faire les choses beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, quand vous mettez en place un site web, par exemple, n'hésitez pas à remplacer par PNPM. Moi, par exemple, capetlevray.com, ça passe par PNPM. Donc, quand j'ai besoin de le démarrer ou quoi, ça va super vite. Alors, ensuite, Visual Studio Code, donc c'est ce que je vous ai montré. Et PNPM, au lieu d'installer sur chaque projet, ça installe une fois à la racine de ton PC, ça va afficher là-bas. Visual Studio Code, donc ça c'est ce que je vous ai montré, c'est un éditeur de code. C'est pratique si vous aimez bien voir votre arborescence de fichiers d'un côté, votre code d'un autre. Si par exemple je me mets public, source, index, voilà, j'ai mon code CSS juste ici. Main, là, avec les trucs à faire spawn. J'ai tout mon code qui est là, si vous voulez lire le code, le comprendre, etc. Et après, vous pouvez faire spawn un agent sur le côté. Vous pouvez faire spawn des terminaux. Donc ça, c'est si vous aimez bien avoir tout l'environnement. Moi, je vous avoue que, franchement, Visual Studio Code, j'utilise plus trop. Mais des fois, c'est pratique quand même. C'est pratique typiquement pour lire un fichier Markdown. Là, vous voyez, sur mon build Capet, pas que je lis de conneries, voilà, vous avez le cloud.md. Cloud.md, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Boum. Et là, vous voyez en fait que à gauche, j'ai le texte pur qui est mis en couleur par Visual Studio Code. Parce que si je prends vraiment le texte par défaut, ça ressemble à rien. Hein. Ça ressemble à ça. Bon, c'est pas très joli, pas très agréable à lire. Là, en fait, j'ai mon code comme ça. Et j'ai une extension sur Visual Studio Code que j'ai installée, qui s'appelle Markdown, je sais pas quoi. Auto Open Markdown Preview, voilà. Et donc, ça me permet d'avoir mon fichier Markdown qui est affiché en beaucoup plus joli, beaucoup plus visible. Voilà. Donc, le fichier Markdown, il est créé pour les agents, pour leur dire ce qu'ils doivent faire très exactement.
Mais vous pouvez aussi le lire vous et vous pouvez le compléter vous. Puisque, en fait, ce qui se passe quand vous utilisez une intelligence artificielle sur un projet, si vous utilisez Claude, il va créer un dossier Claude, enfin un fichier Claude.md. En fait, c'est un petit peu sa liste de règles, quoi. Agent MD, c'est la même chose, mais pour tous les agents. Donc, normalement, les IA, si elles sont bien foutues, premier réflexe, elles arrivent, elles lisent Claude.md, elles lisent agent MD, elles lisent readme.md, et ensuite, elles commencent à bosser. Et ça leur permet de savoir quoi faire et ne pas faire. Ensuite, Homebrew, bah, c'est pareil, Homebrew, c'est un gestionnaire de paquets, mais c'est plutôt sur Mac, ça, pour le coup. Donc, on y arrive, voilà, Claude Code dans le terminal, comment l'installer sur PowerShell, je vous explique comment faire pour l'avoir dans le terminal, je vous explique comment vérifier qu'il a bien été installé. Boum. Voilà, bien installé avec cette version-là. Je vous fais la même chose avec Codex. Et ensuite, si vous voulez voir que tout a bien été installé, hop, vous avez une commande tout en un, où on fait version de Git, puis version de Node.js, puis version de PNPM pour le gestionnaire de paquet, puis version de Claude, voilà. Donc on exécute ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai mal collé. Voilà, boum. Voilà, on a toutes les versions. Et après, vous avez des guides VIP, les meilleurs IA pour bosser, prompter pour apprendre mieux et plus vite, choisir son PC portable, profiter au max de son PC portable, installer RTK sur Windows. Je vais vous faire bien sûr des tutos sur Claude, Codex et tout, c'est que j'attendais d'être un petit peu plus à l'aise avec les outils. Et voilà. Question, comment je fais pour intégrer des fonctionnalités Skill Cloud, mais pour une autre IA? Alors ça dépend. Ça dépend si ton IA elle est capable de lire des skills ou pas. Bah déjà, tu peux demander à Claude comment faire. Tout simplement, tu lui demandes de mettre en place l'environnement, mais en général, si le skill il marche avec Claude, il devrait marcher avec Codex. Par contre, sur des IA un peu moins récentes, performantes, il y aura peut-être un peu plus de mal. À chaque fois que tu parles à Codex, tu dis tu peux mettre en place un environnement multi-agent pour Claude et pour d'autres. Chaque fois que tu parles à Claude, tu dis la même chose. Est-ce que tu peux mettre un environnement multi-agent pour Codex avec agent MD, Claude, Skill, etc. Par exemple, je sais pas, tu peux te faire un dossier .skill. Voilà, je dis une bêtise, hein. Tu te fais un dossier .skill. Ensuite, dans ton Claude MD, agent MD, README MD, tu mets les skills. Et puis, par exemple, quand tu arrives dans la session, tu dis à ton agent, lis le read MD, lis ce qu'il y a dans skill.md, enfin dans le dossier .skill, et puis il va faire le truc. Mais idéalement, demande-lui, est-ce qu'il prend l'initiative de lire un dossier au démarrage, et toi, tu notes dans le démarrage ce qu'il y a à lire par la suite, en fait. Tu fais de la redirection, en fait. C'est de la redirection, à chaque fois. Mais surtout, la base, hein, c'est demande tout à ton agent Claude ou autre. Hein. Demande tout. Et je vous avais montré aussi dans un exemple, c'était quoi l'exemple? Test GLM, voilà. On avait fait un site vitrine avec OpenCode. On avait vu GLM 5.1. J'ai utilisé un peu plus GLM 5.1, c'est pas mal. Alors il est un peu lent. Il est un peu lent. Mais franchement, c'est pas mal. Par contre, ce que je n'ai pas utilisé, que j'aimerais bien tester, c'est Minimax. Minimax 2.7, là. Fais voir. Merde, c'est pas MCP que je voulais faire, c'est modèle. Voilà, Minimax, je vais le mettre en favori aussi. Spawn vite. Kimi, je vais le mettre en favori aussi, parfait. Puis voilà, c'est bon. Minimax. Quelles sont les dernières actualités de l'écosystème crypto BitTensor et plus particulièrement du subnet 3? Alors, comment il va gérer, tiens? Comment il va se démerder le bug là? Search in web, voilà, donc là il utilise Exa. Parfait. Alors pourquoi là il utilise Exa alors que quand je passe dans mon environnement OpenCode local, il ne le fait pas? Ça, je sais pas. C'est un bug qu'il faudra probablement que je corrige, en vrai. Parce que si ça se trouve, je suis même pas sur la dernière version d'OpenCode. Ça se trouve, dans mon environnement local, j'ai des trucs à corriger. Hein. Mimo V2 Pro est vraiment bien aussi. Ouais, mais moins que Minimax. Subnet 3 Templar. Ouais, ok. Donc, actualité. Mi-mars, Subnet 3, le plus grand run de pré-entraînement décentralisé, ok. Conflit récent, départ de Covenant, ok. Et de ces dernières 48 heures, tu as rien à proposer. Il est rapide quand même, hein, Minimax, là, j'aime bien. Il se démerde pas trop mal. Le cofondateur a enfin répondu publiquement sur X au départ, a qualifié Samuel Der de quelqu'un qu'il considérait comme un frère,
Voilà, introduit un nouveau concept Logstake, ok. A confirmé que les subnets seront réactivés avec la communauté. Le fond Grayscale. Ouais, mais c'est pas très frais ça. C'est pas très frais ça. Ouais, bon, ok. Ok. Il sait pas faire du vrai temps réel. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, vous noterez que le truc bien avec Vinimax, qui est assez performant, c'est que le coût est vraiment zéro. Ça coûte rien d'utiliser Minimax. Donc tu peux prompter comme un port. Tu peux connecter ça à des agents IA toute la journée. C'est vraiment très cool. Et donc du coup, moi je m'étais noté des trucs, les potes, parce que je voulais aussi vous parler de crypto. Là, on a fait que parler d'IA. IA, on peut parler de crypto aussi, hein, c'est pas interdit. C'est qu'il y a eu un petit peu de nouveau sur BitTensor. Donc BitTensor, en gros, ça a été repris là, le Subnet 3 par la communauté. Ils sont en train de bosser sur l'entraînement d'un nouveau modèle IA décentralisé par la communauté. On apprend aussi que le créateur qui s'est barré avec la caisse, hein, le créateur de Covenant là, essaie de relever de l'argent. Mais bon, je pense que ça va mal se passer pour lui. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que le cofondateur de BitTensor a dit « Putain, c'est grave d'être un mythomane comme ça. Tout ce qu'il a créé, en fait, venait de moi. Le Gauntlet, les Bucket Connectivity, même les noms, Lium, Grail pour ses subnets, tout vient de lui. » Ouais, donc il a voulu faire confiance et il a été trahi. Et l'autre, il s'est barré avec l'argent. C'est vrai que ça dégoûte un petit peu. Donc ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, je pense que celle-ci est d'autant plus importante. Donc là, j'attire vraiment votre attention. Si vous me suivez pour les cryptos, j'attire votre attention. On a donc Chute qui est en train de bosser sur un modèle de 1,4 trillion de paramètres, donc 1400 milliards de paramètres. Ok. Donc l'idée, c'est d'avoir un entraînement décentralisé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 1400 milliards de paramètres, ça correspond. Attendez, je vais l'avoir. Voilà, ça correspond à plus que Kimi, plus que GLM 5.1. Ce serait le plus gros modèle IA open source décentralisé et le plus gros modèle IA open source du monde, si ça se fait. Personne n'a fait ça. Pourquoi personne n'a fait ça? Parce que ça coûte trop cher, en fait. Avoir des modèles qui tournent sur autant de matos, ça coûte trop cher, tout simplement. Donc, je veux juste vérifier quelque chose, parce qu'il se peut que GLM 4.7 était aussi très gros. Ah non, ok. Il me semblait qu'il était plus gros que ça, en termes de paramètres. My bad. Voilà. Ouais, ça en ferait le plus gros modèle. Et donc, tous ces paramètres, ça sert à quoi? Ça sert à potentiellement avoir un modèle qui est beaucoup plus intelligent, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment huge. Pour ceux qui ne connaissent pas, Chute, c'est un subnet qui est spécialisé dans l'inférence décentralisée. Donc c'est la communauté qui fait tourner des modèles IA et qui propose des prix très compétitifs. Si vous voulez faire tourner différents types d'IA, voilà, vous avez des prix extrêmement compétitifs. C'est pour ça que quand vous allez sur OpenRouter, exemple OpenRouter, putain, je ne sais pas écrire, je suis désolé. OpenRouter, voilà, modèle. Puis on va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? GLM 4.7, voilà. GLM 4.7. Là, on peut voir tous les providers. Et dans les top providers, on a Chute qui impose toujours un prix plus bas que les autres. Par contre, voilà, bon, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, la vitesse d'inférence, la latence et tout, sur ce modèle précisément, c'est pas très intéressant, je dirais. Mais bon, en ayant un meilleur prix, ça leur permet, via les agrégateurs, d'être compétitifs et les gens sont contents. Donc, écoutez, c'est carré. Mais du coup, c'est un protocole qui fait quand même un peu de fric, hein, quand on va sur le site de Chute. Dans ressources, je crois, ressources, statut... Non, pas statut, pardon. Ressources... Analytics. Paiement. Voilà. Tous les jours, ils font un peu de fric. Ils font voilà, 17 000 $ par jour de revenus. Et ces revenus servent à buyback le jeton du subnet, en fait. Hein. Voilà, donc il y a du buyback régulier qui est fait. Donc c'est un des plus gros subnets. Si c'est pas le plus gros d'ailleurs, laissez-moi vérifier. Si je fais subnet BitTensor, je l'ai là. Ouais, c'est le plus gros. C'est le plus gros en termes de capitalisation. Par contre, comme je vous ai dit, moi je vais vous parler très régulièrement de BitTensor parce que je trouve que fondamentalement c'est béton. Mais je continuerai de vous dire, le jeton TAO, faites attention. Enfin là, maintenant qu'il a 240, rentrer c'est quand même plus intéressant que sauter dessus au-dessus de 300 $. Même s'il n'y a pas si longtemps, on était tombé à 150 $. Voilà.
Par contre, les jetons de Subnet, les gars, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, ne mettez pas les pieds là-dedans. Vous allez vous faire démolir. Parce que le problème, c'est que ces jetons ne servent à rien. Et qui sont hyper difficiles d'accès, parce qu'il faut acheter du TAO, les acheter on-chain, etc. Il n'y a quasiment aucun market qui les liste. Voilà, tu as MEXC qui liste chute. Mais si je prends un truc un peu moins capitalisé, je sais pas, IOTA, Market, voilà, Subnet Token. Donc, il est nulle part. Il est absolument nulle part. Donc, c'est pas liquide du tout. Et puis, dès que le marché il baisse un petit peu, bah, en fait, les jetons partent à la poubelle, quoi. Donc, c'est vraiment un très bon moyen de perdre de l'argent, les jetons de Subnet, pour moi. Hein. Donc, faites gaffe à vous. BitTensor, c'est différent. BitTensor, pourquoi pas? Si vous dites long terme, pourquoi pas? Le truc, c'est qu'il est à 5 milliards de FDV et que même si le projet est béton, c'est compliqué. Parce que tu n'as pas un usage massif de ce qui se passe sur BitTensor. C'est pas un truc de dingue. Il y a quelques prouesses techniques intéressantes. Hein. C'était le cas notamment de Templar pour l'entraînement décentralisé. Mais c'est pas insane, quoi. Ça pourrait changer. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu, parce que vous êtes sur le Discord, vous suivez ce qui se passe et tout, vous êtes convaincu que ça va changer et que BitTensor, ça va moon et tout, pourquoi pas? Mais moi, je vous dis, faites gaffe. Faites gaffe. C'est pas mon altcoin préféré. En tant que spéculateur, j'entends. Vous conseillez quoi comme IA local pour du code sur une 4070 Ti? Moi, je te conseille de prendre un abonnement à OpenCode à 5$ par mois, gros, enfin 10$ par mois, et pas faire tourner en local, parce que 12 Go de VRAM, tu vas rien faire avec, gros. Tu vas rien faire avec. Juste... En fait, à vouloir faire des économies de bout de chandelle pour avoir ton truc en local, tu vas juste perdre un temps monstre. À part si vraiment t'as pas le choix parce que tu bosses pour une boîte où tu dois absolument avoir des trucs en local et tout. Mais moi, je te dis, tu vas sur OpenCode, tu prends un abonnement OpenCode Go. Si vraiment t'es en mode mini budget, mais si t'as un minimum de budget, prends Claude ou GPT. En fait, l'avantage d'OpenCode Go, il est double. Pour moi, c'est un complément à un abonnement Claude ou GPT. C'est que comme il est pas cher et que tu peux prompter énormément, tu peux te mettre sur GLM 5.1 ou Minimax 2.7 et tu peux prompter à mort. Tu peux vraiment y aller comme un porc. Pourquoi? Parce que, justement, vous voyez, GLM et Kimi, ce sont des modèles qui... Pardon, excusez-moi. Ce sont des modèles qui ont énormément de paramètres. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'énormément de cartes graphiques pour faire tourner ces modèles. Là où Minimax a fait très fort, c'est qu'ils ont un modèle quasiment aussi bon que GLM, mais qui prend 4 fois moins de VRAM, donc qui demande 4 fois moins de matériel à faire tourner. Donc du coup, bah eux, ça leur coûte beaucoup moins cher de faire tourner le modèle. Donc ils peuvent dire aux gens, allez-y, venez, prompter. Nous, on s'en fout, ça ne coûte rien. C'est ça l'idée. Et ça leur fait un marketing de dingue, parce que les gens se disent, ah ouais, mais Minimax, putain, c'est peut-être pas le meilleur modèle, mais ça fait le taf sur OpenClaw, ça fait le taf sur Hermès, et c'est pas cher. C'est même quasiment gratuit, en fait. Pour vous faire une idée du coût, on va dire, réel pour les utilisateurs, prenons un modèle haut de gamme, mais pas le plus cher. On va prendre déjà Claude Sonnet. Il est cher, mais c'est pas le plus cher. Vous voyez, le coût, il est à 3 millions de tokens, enfin $3 le million de tokens en entrée, $15 le million de tokens en sortie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous dépensez autant de tokens, vous payez tant. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons, vous envoyez un livre ou un PDF de plusieurs pages, et au total, il y a, je sais pas, 10 000 mots, et sur ces 10 000 mots, ça vous fait à peu près, je sais pas, 40 000 syllabes. Bon, et ben ça y est, on est déjà à 40 000 tokens. Donc vous envoyez le PDF, vous consommez 40 000 tokens. Ensuite, il va vous répondre. Ça va encore consommer des tokens. C'est ce qu'on appelle les tokens en output quand il vous répond. Et ensuite, vous allez répondre par-dessus le livre. Vous allez dire créer une nouvelle page, fais la suite de mon histoire. Donc il va reconsommer les 40 000 tokens d'avant du livre, plus les nouveaux tokens que vous ajoutez. Et à chaque fois que vous allez prompter une nouvelle chose derrière le message précédent, vous allez consommer au moins autant de tokens, plus les nouveaux tokens. Donc en fait, c'est pour ça que quand vous démarrez une session de code, vous verrez que votre usage il monte gentiment, et plus la conversation va augmenter, et plus ça va brûler votre utilisation.
Et plus, du coup, vous allez payer grandement. Donc, c'est pour ça que vous devez vous organiser pour faire des conversations concises et courtes. Et dès qu'une tâche est terminée, vous fermez la conversation, vous ouvrez une nouvelle conversation fraîche et vous repartez sur un compteur de tokens qui est bas pour faire des économies. Voilà. Et donc, désolé, je faisais une grosse parenthèse sur ça. En gros, quand vous utilisez Claude, donc vous avez 3 $ le million en entrée, 15 $ le million en sortie. Maintenant, comparons avec Minimax. Voilà, boum. 10 fois moins. 30 centimes le million de tokens en entrée, 1,2, donc 12 fois moins à peu près, hein, en sortie. Donc c'est 10 fois moins cher que Claude Sonnet. Et si on prend Claude Opus, parfait, Opus, il est encore 10 fois plus cher. Ah oui, mais c'est le mot de face, pardon, c'est le mot de face. On va pas prendre le mot de face, on va rester sur le normal. Opus, c'est un peu plus cher que Sonnet. Mais putain, ah oui, d'accord, mais en fait... Attends, je vais vérifier quelque chose. Opus 4.5. Il consomme quoi, Opus 4.5? Il consomme autant. Il consomme autant avec moins de contexte, ok, très bien. Et Sonnet 4.5, je pense qu'il consomme autant, mais je ne suis pas certain. Il consomme autant que 4.6. Ouais, très bien. Ouais, Sonnet reste cher, tout à fait. Sonnet reste très cher. Hein. Putain, mais salaud. C'est une dinguerie, ça. Par contre, Haiku, c'est pas cher. Hein. Haiku, mon gars, Haiku, voilà, ça coûte rien. Hein. Mais je vous dis, un Minimax, vous pouvez prompter à la mort. Donc c'est bien d'avoir un petit open code à côté. C'était quoi le site pour les perfs des benchmarks? C'est ça, Artificial Analysis AI. Voilà. Je refais mon instant pub. Si jamais les potes, moi là, en fait, mon objectif, c'est de venir vraiment très chaud en IA et de vous en partager un max. Donc si jamais pour la partie crypto, moi, je vous invite vraiment à, si vous le souhaitez bien sûr, à vous créer un compte OKEX via mon lien. Une fois que vous avez créé un compte OKEX via mon lien, donc je vous ai envoyé le tuto vidéo, vous faites un premier dépôt. Vous pouvez déposer 20 balles en crypto, 20 balles en euros par virement, peu importe, 20 balles. Voilà. En plus, c'est même pas 20 balles qu'on vous prend dans la poche, c'est que vous faites une conversion euro contre des cryptos. Vous utilisez ces cryptos pour... Pardon. Vous achetez ces cryptos soit via convertir, ça c'est la méthode simple. Voilà, vous faites euro contre la crypto de votre choix. Soit vous faites, comme je le montre dans la vidéo que je vous ai envoyée, au comptant et marge, vous choisissez... Oh! Ok. With detect a change in your browser. Ok. Bon, comptant et marge, vous sélectionnez la paire, vous faites l'achat crypto, bref. Et après, ce que vous pouvez faire, du coup, sur mon site, c'est, boum, ajouter mon UID OKEX. Ici, vous faites valider. Et toutes les personnes qui ont créé un compte via mon lien et qui ont fait au moins un premier trade, donc un premier achat de crypto, vous êtes éligible au guide VIP. Et moi, je vais enrichir le nombre de guides VIP. Je vais bien sûr aussi faire des guides non VIP, mais je vais d'abord me focus sur la partie VIP. Comme ça, moi, ça me permet de faire de l'affiliation, de garder mon contrat avec OKEX, de continuer de parler de crypto, bien sûr, mais surtout de continuer sur la partie IA, parce que je pense que c'est ça qui nous intéresse en ce moment, et qu'il va y avoir une conversion avec la partie crypto à un moment donné. C'est évident. C'est juste que là, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous allez me dire le chat, si vous êtes d'accord avec moi, je ne veux pas faire monologue. Pour moi, le monde change dans un... C'est ma thèse. Hein. Ma thèse peut être fausse. Hein. Pour moi, le monde ne va plus être basé exclusivement sur l'argent. Le monde va être basé sur un mix entre l'argent, l'énergie et la connaissance. Ce qui est déjà pas mal le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accès à l'énergie, c'est une mafia. L'électricité, c'est le gouvernement, c'est des grands groupes proches du gouvernement, etc. Le pétrole, c'est un peu pareil. Bon. L'IA, c'était en train de partir dans la même direction. C'est pour ça que, d'ailleurs, OpenAI a été créé pour ouvrir un petit peu la boîte de Pandore. Là, on a une concurrence côté IA qui est très saine. Le truc, c'est que les coûts vont monter crescendo. Donc là, pour le moment, ça lève des milliards, chez Google, chez Meta, chez Anthropic, chez OpenAI, XAI et compagnie. Je pense qu'à un moment donné, potentiellement, il va y avoir 2 ou 3 grands groupes qui vont avoir une IA qui va tout baiser. Les autres vont financièrement pas pouvoir suivre, ils vont devoir lever le pied. Et la seule chose qui va nous sauver, nous, ça va être l'intelligence artificielle en local. Et les travaux faits par les Chinois, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là?
vous devez impérativement, individuellement, apprendre l'IA autour de vous, même pour les gens anti-IA, etc. Parce que le futur, ça va être comment trouver une information rapidement, comment répondre à un besoin rapidement, ce qui est déjà le cas dans la machine capitaliste dans laquelle on baigne. Et ça, c'est l'IA qui va vous l'apporter. Parce que vous allez avoir... et je te réponds à Madison juste après, ça n'a pas vraiment de sens ce que tu viens de dire, mais je vais t'expliquer pourquoi après. En gros, là, on a eu une chance de ouf, c'est que pendant 4 mois, 5 mois, on a pu prompter comme des enculés, pour pas cher, sur ChatGPT, Claude, etc. Là, la fête est finie. La fête est finie, on va plus pouvoir prompter comme ça va coûter très cher très rapidement, à part si vraiment il y a une révolution technologique. Mais pour le moment, là, tout le monde est prêt à payer très cher pour avoir accès à cette connaissance. La seule chose qui nous sauve, vous l'avez vu, c'est un peu open code avec les modèles chinois. Pour combien de temps, hein? Soyons honnêtes. Hein. Là, les Kimi et compagnie à $10 par mois, c'est de l'or. C'est de l'or. Moi, je vous dis, tout le monde va augmenter ses prix. Tout le monde va nerfer les modèles. Ça va coûter entre 100 et 200 balles d'avoir une IA accessible non-stop pour faire du code. Si c'est juste pour prompter, poser des questions, les abonnements à 20 balles par mois, ça suffira, bien sûr. Mais pour faire du code de qualité, puisque les standards vont monter et que les exigences des gens vont monter, il va falloir payer le prix. Moi, je vous l'ai dit, j'ai 2 comptes Claude, donc je suis à 2 fois 20 euros par mois. Un compte ChatGPT, vous rajoutez 20 euros. Un compte Grok à 38 euros. Un compte OpenCode et un compte Gemini, enfin Google. Je t'envoie à peu près 130 balles par mois d'abonnement pour jouer entre les différentes IA. Donc c'est pour ça que je jongle. Mais si j'avais qu'un abonnement à 20 euros, je serais obligé de créer mon compte à 20 euros et puis bosser sur OpenCode avec les modèles chinois. Alors tu peux faire des trucs, mais t'es quand même loin de ChatGPT et tout, tu vois. Et le truc, c'est que ça va s'améliorer, hein. Bien sûr, hein, dans 6 mois, ça va s'améliorer. Potentiellement, les Chinois vont permettre de faire plus de trucs. Mais je vous dis, les exigences des gens vont monter et pour faire des trucs stylés qui vont vous servir dans le monde du travail, pour faire du business et tout, vous allez devoir mettre la main à la poche. Donc, le truc, c'est que là, tout le temps que vous passez maintenant à consommer du token pour apprendre l'IA, vous faites des économies de ouf. Parce que ça va coûter beaucoup plus cher d'apprendre après. On pourra toujours apprendre après, bien sûr. Il y aura toujours des façons de le faire. Mais vous voyez bien les écoles, comment elles vous assassinent pour faire des études avec diplôme, etc. Les formations en IA, ça coûte une blinde pour avoir des très bonnes formations en IA, je dirais. Je pense qu'il y a des prix qui vont tendre vers le bas, mais voilà. Là, on a encore très peu de temps pour apprendre pas cher, donc il faut le faire. Après, ça va être vraiment... Comme la programmation de manière générale, ça va être Gatekeeper. Moi, je me suis jamais mis à la programmation informatique parce que j'ai jamais eu l'entourage très proche de moi. J'ai eu des gens moins proches qui faisaient de la programmation, mais pas très proches. Donc du coup, c'est des gens qui sont allés à l'école, qui se sont endettés pour faire des longues études ou qui ont eu les parents derrière, etc. Moi, mes parents, ils n'avaient pas les moyens. Moi, à l'école, j'ai fait Taillot à 18 ans. Donc je me suis retrouvé un petit peu couillé. Là, je rattrape mon retard avec l'IA. Mais j'aurais jamais la capacité d'un étudiant à Harvard, d'un Jeff d'Hyperliquid, vous voyez. Parce qu'à la fin, on dit, ouais, l'école, ça sert à rien, on peut tout apprendre sur Internet, faut doser. Les très bonnes écoles, ça vous ouvre des portes de ouf. Hein. Et là, actuellement, la bonne école, c'est d'avoir une IA extrêmement performante, type Claude, Opus ou ChatGPT 5.4. Voilà. Là, on peut prompter, avoir accès à la connaissance, il faut y aller. Il faut y aller très dur, très dur. Et je vous le dis, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est pour ça, là, je suis un peu monologue dans le chat depuis tout à l'heure, n'hésitez pas à me répondre. Hein. Je pense que les gens qui ne veulent pas payer leur abonnement IA parce que ChatGPT gratuit, ça suffit, Claude, ça m'intéresse pas, moi, j'aime pas l'IA, etc., font une bêtise, mais une bêtise immense, à rester dans le passé et à galérer. Ils font vraiment une grosse bêtise. Apprendre l'IA, c'est apprendre à poser les bonnes questions à l'IA, apprendre à organiser un projet avec l'IA, apprendre à améliorer ton entreprise, ton process dans une entreprise avec l'IA, tout faire avec l'IA en fait. Quand tu étais petit, on t'a appris les maths, on t'a appris à utiliser une calculette, on t'a appris à utiliser un ordinateur si tu étais à l'école de la République française, ce qui est déjà immense parce qu'il y a des endroits où on t'a pas appris ça. Tu vois. On t'a un peu appris à chercher sur Internet, léger, mais en vrai...
qu'est-ce qui a fait la différence entre les gens qui ont réussi et ceux qui ont loupé leur vie? C'est ceux qui ont... Je vais rephraser ma phrase parce que tu as des secteurs d'activité où Internet est moins utile, mais il faut savoir faire une bonne recherche sur Internet. Il faut savoir servir de Google correctement, il faut savoir lire un projet sur GitHub, il faut savoir build, etc. Et donc maintenant, il faut savoir faire les bons choix dans les abonnements IA. Il faut savoir faire les bons choix dans tes prompts IA. Donc pour moi, c'est impératif en fait. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, à mon humble avis. Hein. Je vous dis pas on va tous mourir et tout, perte d'emploi dans tous les sens. Non, mon discours c'est là, faut se réveiller, faut se mettre à la page parce que les chaises vont changer en fait. Les gens qui avaient leur position bien gardée parce qu'ils ont fait des bonnes études et tout, mais qui s'adaptent pas à l'IA, vont se faire dégommer. Et tous ceux qui poncent l'IA vont prendre les postes. C'est ça qui va se passer. Tout le monde va prendre les postes. Moi, regardez, en 24 heures, j'ai fait mon truc d'IA en local, là. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à rien. Bah, demain, on nous coupe Internet. Bah, j'ai un truc qui tourne sur mon PC, tu vois. On est en temps de guerre, on me coupe Internet, j'ai un truc qui tourne sur mon PC. Demain, je vais bosser avec une entreprise qui veut absolument automatiser certaines recherches, certains process IA. Je suis capable de le conseiller sur le matériel à acheter, le modèle à faire tourner, avec quel harness par-dessus, pour quelle tâche, et je suis capable de le guider sur les prompts. Et s'il y a un truc qui marche pas, je suis capable de débugger et de comprendre pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est 4 mois de travail. 4 mois de travail, je suis capable à peu près de me débrouiller. Il y a 4 mois, bah, j'aurais prompté, essayer de comprendre, prompter, mais j'aurais été complètement perdu, quoi. Je pense pas qu'il y a dans 3-4 ans, avec des prompts moyens, on va pouvoir faire quelque chose de similaire. Bah si, mais avec des meilleurs prompts, tu vas faire des trucs tellement mieux. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est qu'en fait, c'est toujours ceux qui vont se la jouer en mode flemmard auront un résultat de flemmard et un boulot de merde. Je le dis, c'est violent, c'est mal poli. Ceux qui veulent pas y mettre les efforts auront un boulot de merde avec un salaire de merde. Et ceux qui feront les efforts, qui feront des choses carrées, structurées, orchestrés, auront des bons boulots et des bons salaires. Et ça, j'en suis convaincu. Tu peux pas juste faire un petit prompt de merde, ouais, ça marche. Non. Tu vois. C'est comme ceux qui se revendiquent community manager, qui envoient fais-moi un tweet tendance sur machin, qui font copier-coller, qui l'envoient sur Twitter avec les emojis et tout. Voilà, ça, c'est du boulot de merde. Copier-coller, pas relire, pas repasser dessus, pas structurer ton prompt, c'est du boulot de merde, c'est tout. Et un boulot de merde, c'est égal à un salaire de merde. Parce que tout le monde peut faire un boulot de merde. Ce que tout le monde peut faire, c'est mal payé, c'est tout. À la révolution industrielle, il y a une partie qui a été contre, l'histoire ne leur a pas donné raison. Bah, c'est ça, hein. C'est la même logique, hein. Et moi, je vous donne pas le discours de la peur, de tout le monde va perdre son boulot et tout, non. Moi, je vous dis juste, là, les gars, je vous fais des lives, je vous fais des bêtes de rediffusion sur YouTube de ces lives-là. C'est plus ou moins long, mais c'est utile. C'est vraiment utile. Et d'ailleurs, la vidéo où je vous ai présenté OpenCode, elle a bien marché. Hein. Putain, je pensais pas que les gens seraient aussi réactifs sur ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. On est bien au-dessus de la moyenne. On a pris quelques abonnements parce que c'est passé sur la page d'accueil YouTube, voilà, recommandation YouTube, parce que le sujet c'est l'IA, qu'il y a une bonne accroche aussi sur la mini. Et voilà. Ça ne me choquerait pas que d'ici là, l'IA fera bien mieux sur ça après avoir à quel point. Bah, l'IA fera toujours mieux, mais si tu veux une IA vraiment très intelligente, qui te permet vraiment de débloquer ton workflow, il va falloir que tu payes un abonnement, plus ou moins cher, que tu fasses les bons choix d'orchestration des IA et que tu saches t'en servir pour que ce soit du code propre, si on peut dire ça comme ça. Et sans faille de sécurité. Donc voilà pour les modèles IA open source. Hein. Plus de paramètres ne veut pas dire plus intelligent. Tu utilises quoi pour ton UI UX? J'utilise Claude avec le skill front-end design, Claude Opus, en complément Kimi. Et là, je me suis noté qu'il faut que je me mette à apprendre à bien utiliser Pencil pour visualiser mon taf. Je te réponds, Psycho, la réponse c'est oui. Hein. Absolument, la réponse c'est oui. Hein. Donc Pencil, c'est un outil où tu peux voir en fait ton IA
créer en temps réel les blocs et toi, après, tu peux modifier très facilement les blocs, comme sur Figma. Tu as Google Stitch aussi qui est pas mal. Tu as, Figma MCP. Tout ça, j'ai pas encore passé trop de temps. Faut que je m'y mette sur la partie design. Là, j'étais plutôt sur la partie back. Et il y en a un qui m'a dit quelle est la meilleure UX pour faire tourner l'IA en local pour toi? Bah, je bosse encore dessus, mais là, je me suis fait mon truc maison. Hein. Donc, Llama CPP pour le moteur d'inférence et en surcouche OpenCode pour interagir avec ou Hermes Agent, mais je vais tester les deux. Donc, il te faut un moteur d'inférence, c'est-à-dire un moteur qui prend ton modèle, qui le fait tourner sur ta machine, et il te faut un harness par-dessus pour communiquer avec le modèle. Donc ça, tu vois, regarde, j'ouvre ça, je lance Gemma, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon moteur qui démarre, tu peux voir tous les logs, hop, j'ai mon moteur, boum. Une fois qu'il est démarré, paf, il est accessible sur cette IP locale et ce port. Donc ça, bon, c'est mon IA qui a tout fait. Et ensuite, quand je dis lancer avec OpenCode, en fait, je pointe sur ce modèle et je communique avec ce modèle. Voilà. Allez, je lance mon stream dans quelques minutes. Bonne continuation. À plus tard, Yannick. Et merci. T'as essayé Cloud Management? Pas encore. Ça va partir en ça terme. Ça dépend si je trouve une idée de business carrément. Hein. Mais il faut que ça ait du sens. ADL OpenCode, c'est dur d'installer? Non. C'est très simple. Pourquoi créer Capet Launcher si tu peux le faire avec les MACCP? En fait, mon Capet Launcher que j'ai créé, c'est une interface qui me facilite la vie. C'est-à-dire que j'ai un bouton pour démarrer l'IAMACCP. J'ai un bouton pour démarrer OpenCode en surcouche de l'IAMACCP. J'ai un bouton pour couper mon modèle. Voilà. J'ai un terminal pour loguer ce qui s'y passe. Et donc, si demain, je veux tester un nouveau modèle IA, je vais demander à ChatGPT comment je mets en place. Grok, s'il y a des petites astuces pour ajouter des trucs, des optimisations, etc. Et je vais ajouter un bouton sur mon interface. Donc, en fait, c'est juste une interface graphique. Je me suis fait mon logiciel maison pour gagner du temps, en fait. Ça m'évite de bricoler, ouais, c'est ça. Ça m'évite de bricoler, de devoir double-cliquer sur des points bas, des points exe dans tous les sens. Tu vois, j'ai une interface clean et visuelle. C'était ça l'idée avec ce projet. Donc ça me permet de voir... Tu l'as fait en vidéo? Non, je l'ai fait aujourd'hui. En fait, je vous explique. Hein. En gros, regardez. Là, je vous envoie de l'alpha, les potes. Hein. Mais bon, ça sert à ça, hein, les lives comme ça. Vous connaissez Raymotion et Motion Canva? En fait, ça, ce sont des outils pour créer des vidéos avec du code informatique. Ok. En gros, tu tapes du code et ça crée une vidéo avec un moteur, un moteur de, comment dire, un logiciel de montage fait maison, on va dire. Voilà. Et toi, tu peux prompter sur un agent IA ou alors tu peux taper ton code à la main et tu fais tout. Et donc, tu as des gens qui se sont amusés à faire des vidéos stylées, tu vois. Typiquement, par exemple, une vidéo de promotion sur Twitter avec des petits effets. Voilà, donc là, tu vois, c'est utiliser Claude Opus et le prompt. Qu'est-ce qu'il y a dans le prompt? Donc ça, c'est ça qui va nous intéresser. Je vais le traduire. Qu'est-ce qu'il y a dans son prompt? Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. C'est au lieu de lire du code, c'est de lire un prompt propre. Merde, la traduction ne se fait pas. Bon, c'est pas grave. Créer une vidéo avec Raymotion en 1080 par 700, 30 images par seconde de 37 secondes pour OpenCloud. Voilà. Tu fais un background avec ce type de couleur, tu vas mettre telle musique, donc dans son projet, il va bien entendu fournir la musique. Ensuite, je veux en première scène 4 secondes, 120 frames. Donc là, il a décidé d'être particulièrement précis. En vrai, tu n'as même pas besoin d'être autant précis. Je veux un terminal style Mac avec les traffic light dot, etc. Je veux que tu tapes la commande OpenCloud. Voilà. Donc tu fais tout ça. Tu définis tout précisément. Tu regardes le rendu. Le rendu te plaît pas, tu rajoutes un prompt, Ça te plaît pas, tu dis OK, bon, et ben donne-moi un prompt de ce qu'on a fait ensemble, et moi je vais lire le prompt et je vais le retaper à la main. Et ensuite, tu as ton prompt one shot que tu vas pouvoir donner. Donc en fait, au lieu d'écrire du code, tu écris des prompts. C'est ça le prompt engineering. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est que si tu veux vraiment progresser, il n'y a pas de secret, faut lire, faut y passer du temps et faut tester des trucs.
Ouais, mais je pense que c'est assez compliqué d'avoir des vidéos avec un design non généraliste. Ben, en fait, le truc, c'est que Flow, ce qu'il faut, c'est que tu te bouffes v'là les vidéos de gars qui montrent des exemples de trucs à la con, un par un, par un, par un, et tu te dis, putain, bah moi, j'aimerais bien faire ça. Et tu te lances sur un projet et tu essaies de le faire, et tu y arrives plus ou moins bien, d'accord? Et tu essaies de comprendre pourquoi tu n'y arrives pas bien. Et au fur et à mesure, tu vas monter en skill, en fait. Moi, c'est ce qui se passe depuis v'là le temps, là. Tu vois, c'est que j'ai utilisé l'IA pour tout, même optimiser mon PC, même changer les paramètres de couleur de mon écran, pour faire de l'émulation de jeux vidéo, du modding de jeux vidéo. Là, je vais m'en servir pour faire du montage vidéo, enfin de la création de contenu vidéo avec Raymotion, pour faire du design, pour faire de l'IA en local. Et c'est ça, il faut en bouffer, il faut lire des prompts. Tu vois. Donc là, tu peux regarder individuellement chaque prompt utilisé, et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est un business de vendre des prompts. Moi, les gars, je vous le dis, sur le site Capette le Vrai pour les guides, je vais vous mettre des prompts. C'est ce que j'ai fait déjà sur les guides VIP. Pour mettre en place RTK Windows, j'ai mis un prompt. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre je sais plus. Non, c'est pas là-dedans, pardon. J'ai 2 articles avec des prompts. Je suis en train de créer mon entreprise pour apprendre et pour essayer de faire de l'argent en même temps. Ben, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et, on est pas mal dans le format là. On est pas mal du tout dans le format. On aura jonglé entre IA, crypto, IA, crypto. Je sais pas si vous me suivez sur YouTube. Si c'est pas le cas, je vous envoie le lien. Si vous me suivez pas sur Twitch, c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. J'espère que vous aimez ce genre d'émission, que ça vous apprend des choses aussi. Je vais bientôt vous laisser parce que je commence à être un peu KO. Du coup, voilà, on aura fait le lien local. Je vérifie que mes cartes graphiques est bien déchargé, ouais, c'est bon. J'espère que ça vous plaît et j'espère bientôt pouvoir vous montrer des trucs un petit peu plus stylés encore. Parce que plus ça va, vous allez voir, et plus c'est stylé. Là, j'ai fait un site, j'ai fait une petite application. Next Step, on avait fait un site vitrine aussi, souvenez-vous. Le site vitrine, attends. Merde. Hop, c'est ça qu'on avait fait, voilà. Dans l'émission précédente, juste un site à la con qui est pas en ligne. Merci frérot, j'adore ton émission, j'apprends, bah, ça me fait plaisir. Votre présence digitale construite avec l'IA. Compagne les PME. Fais juste le nécessaire pour avoir un design un peu moins généraliste. Tu peux utiliser ça, tu peux tester. J'ai découvert ça. Relume Web Design and Build Faster with AI. Ça peut t'aider à changer un peu la palette de couleurs. En gros, tu designs en plusieurs étapes. D'abord, tu fais le sitemap. Ensuite, tu fais les wireframes. Et après, tu définis un style. Et après, ça change tout. Ça te permet d'avoir des sites un peu moins bateau. Autre chose avec ton émission. Ça me fait plaisir. Ouais, ça, il faut. Voilà les potes. Paper Design. Non, je connais pas, fais voir. Design Incredible, The Connected Canva for Team. Ouais, bah c'est Paperclip. Ouais, c'est pareil que ce que je vous ai montré juste avant, Pencil. C'est la même idée. C'est des forks de Figma un peu. C'est quoi la diff avec Stitch? Bah, c'est des interfaces différentes. Après, vous testez les produits, vous regardez un petit peu sur YouTube des tutos. Je suis pas encore très fort sur la partie design. Je vous cache pas, je suis resté beaucoup sur la partie back pour le moment. Pour vraiment me balader en IA et renforcer mes connaissances en prompting, on va dire. Mais il faut que je vois si j'arrive à trouver des formations pas chères pour encore monter en skill. Et j'aimerais aussi monter en skill avec Docker. Je connais pas trop Docker. Mais typiquement, pour faire de l'IA local, il va falloir que je fasse des containers. Sinon, ça va vite devenir le bordel si je fais ça, du déploiement sur plusieurs machines. Voilà les potes. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était une belle émission, ça m'a fait plaisir. Je vous laisse une dernière fois avec le petit tuto Kex. Tu penses que local c'est l'avenir? C'est un bon complément de ChatGPT et Claude, mais on a encore de la marge. On a encore de la marge avec le full local. Ça arrivera plus tard. Passez une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si vous m'écoutez sur YouTube. Ciao tout le monde.